La pauvreté est peut-être contagieuse. Je ne veux pas que mes enfants soient assis à côté de quelqu'un issu d'un foyer brisé et qu'ils finissent par avoir des idées. C'est ce que ma sœur, Aurélie, a annoncé lors du dîner d'anniversaire de notre mère, tout en écartant physiquement ses 3 enfants de la chaise où ma fille de 8 ans, Léa, venait de s'asseoir. Chloé, Camille, Lucas, vous vous asseyez ici avec la famille. L'autre table est pour les. Elle marqua une pause, cherchant un mot assez cruel pour la satisfaire. Invité. J'ai regardé le visage de ma fille se décomposer alors qu'on la forçait à s'installer seule à une petite table de jardin dans un coin, isolée au milieu de 30 proches qui faisaient tous semblant de ne rien remarquer. À ce moment-là, quelque chose en moi, qui pliait sous le poids de son mépris depuis des années, s'est enfin brisé net. Ce qu'Aurélie ne savait pas, ce qu'elle avait commodément oublié dans sa campagne pour m'humilier, c'est que j'avais passé les 6 derniers mois à documenter discrètement son naufrage financier, et que cette sœur qui venait de me traiter de pauvre était à environ 3 semaines de tout perdre. La dynamique familiale était toxique depuis des années. Aurélie était l'enfant prodige, mon aînée de 3 ans, celle qui avait réussi selon les codes sociaux, mariée à un avocat nommé Stéphane qui portait sa richesse comme un costume de scène. Ils vivaient dans une villa Tapa accent Graveleuil en banlieue chic, conduisaient des voitures de luxe allemandes, envoyaient leurs enfants dans des écoles privées confessionnelles et ne manquaient jamais une occasion de rappeler à tout le monde leur réussite insolente. Moi, j'étais la déception de la famille. Je m'étais mariée par amour plutôt que pour le statut à un homme nommé Marc, qui travaillait dans le bâtiment. Nous avions acheté une petite maison modeste, vivions selon nos moyens et captions l'éducation de Léa sur des valeurs plutôt que sur des objets de valeur. Quand Marc est décédé il y a 2 ans, lors d'un accident de chantier qui m'a laissée veuve à 34 ans, la sympathie d'Aurélie avait duré environ 1 semaine avant qu'elle ne commence à faire des commentaires acerbes sur ma situation. Ça doit être dur d'élever un enfant seul. Je suppose que tu vas devoir vendre la maison maintenant. Tu pourrais toujours retourner vivre chez maman, il n'y a pas de honte à cela. Chaque réunion de famille devenait une mise en scène de sa supériorité et de mon insuffisance. Elle arrivait avec des sacs de shopping de créateurs dont je ne savais même pas prononcer les noms. Ses enfants exhibaient les derniers gadgets électroniques tandis que Léa serrait contre elle sa tablette d'occasion, son bien le plus précieux. Stéphane tenait salon en parlant d'investissement et de résidence secondaire à l'île de Ré, tandis que je sirotais un seul verre de vin en essayant de me rendre invisible. Mais ce dîner d'anniversaire était différent. Voir Léa assise seule, physiquement mise à l'écart de ses propres cousins, publiquement étiquetée comme « contaminée », c'était une limite que je ne pouvais pas laisser franchir. Je me suis approchée de la table des enfants où ceux d'Aurélie étaient assis, l'air incertain. « Qui veut voir la maison de Tata Aurélie ?» ai-je demandé d'un ton enjoué. « Oh, attendez. C'est la banque qui la possède maintenant. On pourra peut-être organiser une visite lors de la vente aux enchères judiciaires. » Le silence s'est abattu sur la pièce. Le visage d'Aurélie s'est vidé de son sang. « De quoi est-ce que tu parles ?» balbutia-t-elle. « Je parle de l'avis de déchéance du terme qui a été déposé il y a 3 semaines. Celui qui est devenu public quand tu as raté ton 6e remboursement de prêt consécutif. » Je me suis tournée vers les autres parents qui regardaient la scène avec un mélange d'horreur et de fascination. « Aurélie ne vous l'a pas dit ? Elle et Stéphane sont sur le point de perdre leur villa. Les voitures de luxe sont en leasing et vont être saisies. Les frais de l'école privée n'ont pas été payés depuis septembre. Ça suffit !» a crié ma mère d'un ton sec. « Non, maman, ça ne suffit pas, parce que tu n'as pas dit « ça suffit » quand Aurélie a forcé ma fille à s'asseoir seule. Tu n'as pas dit « ça suffit » quand elle a dit que la pauvreté était contagieuse. Tu ne décides pas quand assez, c'est assez. En réalité, l'information m'était parvenue par accident. 3 mois plus tôt, j'avais croisé une ancienne collègue qui travaillait désormais au greffe du tribunal de commerce. Au cours de notre conversation, elle avait mentionné avoir vu le nom de famille d'Aurélie sur des documents intéressants, des dossiers de saisie immobilière précisément. J'avais été assez curieuse pour enquêter. Ce que j'avais découvert était un château de cartes qui s'écroulait depuis plus d'1 an. Stéphane avait perdu sa place d'associé dans son cabinet d'avocat. Apparemment,
ses heures facturables avaient été inventées de toutes pièces, et il avait été poussé vers la sortie discrètement plutôt que d'être disgracié publiquement. Aurélie avait caché la vérité à tout le monde, maintenant les apparences avec de l'argent emprunté et des cartes de crédit au plafond. Les sacs de créateurs étaient des contrefaçons, les photos de vacances provenaient d'un séjour en temps partagé fait il y a 2 ans. Quant à l'école privée, on leur avait demandé de retirer les enfants après que le compte de scolarité soit devenu débiteur. Tout ce qu'Aurélie avait utilisé pour m'humilier, sa richesse, son statut, sa supériorité n'était qu'une illusion bâtie sur la dette et le déni. J'avais gardé l'information pour moi, non par bonté, mais par épuisement. Exposer Aurélie n'aurait rien changé. Elle aurait juste trouvé un autre moyen de se sentir supérieure. Mais ensuite, elle avait fait asseoir Léa toute seule. Elle avait traité ma fille de contagieuse. Et soudain, toutes les raisons que j'avais de rester silencieuse s'étaient évaporées. La confrontation au dîner n'était que le début. Aurélie a essayé de tout nier, prétendant que j'inventais des histoires par jalousie. Mais j'étais venue préparée, avec des documents imprimés dans mon sac, prête pour ce moment précis. Voici l'avis de saisie. J'ai tendu le papier à ma cousine Margot. Voici le calendrier de la vente judiciaire. Voici le document du tribunal concernant le départ de Stéphane de son cabinet. Il n'est pas parti vers de nouvelles opportunités, comme Aurélie vous l'a dit, mais il a été licencié pour faute grave. Les papiers ont circulé dans la pièce tandis qu'Aurélie restait pétrifiée. Tu n'avais pas le droit, hurla-t-elle. Tu n'avais pas le droit de ségréguer ma fille comme si elle portait une maladie. Tu n'avais pas le droit d'humilier une enfant parce que son père est mort et que sa mère ne roule pas en BMW. Mais tu l'as fait quand même, alors je ne fais que te rendre l'appareil. C'est une affaire de famille, s'écria mon oncle. Ma situation financière l'était aussi, mais vous en discutez à chaque réunion depuis 2 ans. Tu m'as traité de fardeau. Tu as suggéré que maman ne devrait pas m'aider parce que je ne ferais pas assez d'efforts. Tu as fait en sorte que Léa se sente comme une citoyenne de seconde zone dans sa propre famille. Je me suis approchée d'elle. La différence, c'est que ma situation financière est honnête. La tienne est un mensonge. Ma mère m'a prise à part 1 heure plus tard. La fête s'était dissoute en petits groupes de parents mal à l'aise, tout le monde essayant de digérer la révélation. Aurélie et Stéphane étaient partis précipitamment, leurs enfants traînaient derrière eux, leur façade soigneusement construite en ruine. C'était cruel, Claire, a dit maman. Était-ce plus cruel que de forcer Léa à s'asseoir seule? Plus cruel que de dire que la pauvreté est contagieuse? C'est ta sœur. Et Léa est ma fille. Quand Aurélie l'a attaquée publiquement, délibérément devant toute la famille, elle a déclaré la guerre. Je n'ai pas commencé ça, je l'ai juste terminé. Il y avait des enfants présents. Les enfants d'Aurélie ont tout entendu. Léa a entendu Aurélie dire qu'elle ne devait pas s'asseoir avec ses cousins parce qu'elle risquait de les contaminer. Ces enfants vont apprendre la vérité sur la situation financière de leurs parents bien assez tôt. Au moins maintenant, ils sauront aussi que leur tante a essayé de protéger sa fille contre la méchanceté. Maman n'a pas trouvé de réponse. Tu as encouragé Aurélie pendant des années, ai-je continué. Chaque fois qu'elle faisait un commentaire sur ma situation, tu changeais de sujet. Chaque fois qu'elle faisait étalage de sa fausse richesse, tu louais sa réussite. Tu lui as laissé croire qu'il n'y avait pas de conséquences à la cruauté parce qu'il n'y en avait jamais eu. J'essayais de maintenir la paix. Tu maintenais le confort d'Aurélie au détriment de Léa. Ce n'est pas de la paix, c'est de la complicité. Les semaines qui ont suivi ont été compliquées. L'effondrement financier d'Aurélie est devenu impossible à cacher. La maison a été vendue aux enchères. Les voitures ont été reprises par la banque. La famille a été forcée d'emménager dans un petit appartement de location, leurs enfants fréquentant soudainement l'école publique avec ces mêmes enfants, contaminés, qu'Aurélie méprisait. Je n'ai tiré aucun plaisir de sa souffrance, pas vraiment. Voir mes neveux et ma nièce perdre leur maison, les voir lutter avec la transition de l'école privée vers le public, les voir apprendre que tout ce qu'ils croyaient sur leur famille était un mensonge, rien de tout cela n'était satisfaisant. Mais j'ai tiré satisfaction d'une chose, la cruauté a cessé.
Aurélie n'avait plus de munitions, plus de villas à exhiber, plus de voitures de luxe pour frimer, plus de vêtements chers pour parader. Elle n'était plus qu'une femme parmi d'autres qui luttaient pour s'en sortir, tout comme moi. Et quand nous nous sommes enfin retrouvés sur un pied d'égalité, quelque chose a changé. La première véritable conversation que nous ayons eue depuis des années a eu lieu 3 mois après le dîner d'anniversaire. Aurélie s'est présentée à ma porte sans prévenir, paraissant plus petite, plus frêle que je ne l'avais jamais vue. « On peut parler ?» Je l'ai laissée entrer, j'ai fait du café et j'ai attendu. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos de Léa, à propos de la façon dont je t'ai traité. Elle fixait sa tasse. Je ne sais pas quand je suis devenue si cruelle. Je repense aux choses que j'ai dites, à ce que j'ai fait, et je ne me reconnais pas. Quand est-ce que ça a commencé ? Je pense que ça a commencé quand tu t'es mariée avec Marc. Tu étais si heureuse, si sûre de toi. Tu n'avais pas besoin des choses dont j'avais besoin, du statut, de l'apparence, de la validation des autres. Tu étais jalouse de moi ? Tu avais tout ce qui comptait. Moi, je n'avais que l'apparence de tout. En dessous, j'étais terrifiée. Stéphane cherchait toujours la prochaine promotion, le prochain client, la prochaine grosse victoire. Quand tout s'est écroulé, je n'ai pas pu y faire face. Alors j'ai redoublé d'efforts dans le paraître. Et plus je prétendais, plus je t'en voulais d'être authentique. Alors tu t'en es prise à ma fille. Je m'en suis prise à tout le monde. Mais Léa était la cible la plus facile parce qu'elle me rappelait ce que j'avais perdu. L'innocence, peut-être. Le contentement, la capacité d'être heureuse sans avoir besoin que tout le monde le voie. J'ai laissé le silence s'étirer. Je ne te demande pas de me pardonner, a fini par dire Aurélie. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que l'on ressent quand on perd tout. Ce que l'on ressent quand les gens vous regardent avec pitié et jugement. Je comprends. Comprendre ne suffit pas. Je sais, mais c'est un début. La reconstruction a pris du temps. Aurélie et moi ne sommes pas redevenus proches du jour au lendemain. Il y avait trop de dégâts, trop d'années de blessures accumulées. Mais nous avons commencé à communiquer honnêtement, sans cette mise en scène de supériorité et d'infériorité qui avait défini notre relation. Ses enfants et Léa ont commencé à passer du temps ensemble, du vrai temps, sans la ségrégation qu'Aurélie imposait autrefois. Il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup en commun une fois les barrières artificielles levées. Ma mère, observant ce dégel inattendu, m'a demandé une fois si je regrettais ce que j'avais fait au dîner d'anniversaire. Non, ai-je répondu honnêtement. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette qu'Aurélie ait dû tout perdre avant de pouvoir voir ce qu'elle était devenue. Mais je ne regrette pas d'avoir défendu Léa. Je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Ça aurait pu détruire ta relation avec Aurélie de façon permanente. La relation que j'avais avec Aurélie ne valait pas la peine d'être préservée. Elle était bâtie sur son mépris et mon silence. Ce que nous construisons maintenant, c'est plus difficile, mais c'est réel. Le mois dernier, la fille d'Aurélie, Chloé, a invité Léa à son anniversaire. C'était une fête simple, des pizzas et des films dans leur modeste appartement de location. Rien à voir avec les productions élaborées qu'Aurélie organisait autrefois. Mais Léa est rentrée à la maison rayonnante, racontant à quel point elle s'était amusée avec ses cousins. Tata Aurélie était gentille, a-t-elle dit, surprise. Elle m'a posé des questions sur l'école et elle a vraiment écouté. Les gens peuvent changer, ma chérie. Tu penses qu'elle a changé à cause de ce qui s'est passé pour l'anniversaire de mamie ? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense qu'elle a changé parce qu'elle a enfin dû faire face à qui elle était devenue. Parfois, les gens ont besoin qu'on leur tende un miroir sur leur propre comportement avant de pouvoir le voir clairement. C'est pour ça que tu as dit ces choses ? Pour tendre un miroir ? J'ai dit ces choses parce qu'elle t'avait blessée et que je ne pouvais pas laisser passer ça. Mais si cela l'a aussi aidée à se voir telle qu'elle était, alors peut-être que quelque chose de bon est né de quelque chose de douloureux. Léa s'est assise avec ses cousins lors du repas de Noël cette année. Pas de ségrégation, pas de commentaires sur une quelconque contamination, pas de hiérarchie basée sur une richesse qui n'existait plus.
Aurélie a croisé mon regard à l'autre bout de la pièce et m'a adressé un petit signe de tête. Un signe de reconnaissance, peut-être, ou de gratitude. J'ai répondu par un hochement de tête. Nous n'étions pas amis, nous ne le serions peut-être jamais, mais nous étions de nouveau sœurs d'une manière qui semblait plus honnête que tout ce que nous avions connu auparavant. Ma sœur avait refusé que ma fille s'assoie avec ses enfants. Elle avait dit que la pauvreté était contagieuse. J'avais exposé son empire de pacotille devant tout le monde. Maman avait trouvé cela cruel, mais la cruauté, c'était de forcer une enfant de 8 ans à manger seule parce que son père était mort. La cruauté, c'était d'enseigner aux enfants que certaines personnes sont inférieures à cause de leur compte en banque. La cruauté, c'était de construire une vie de mensonge pour regarder de haut ceux qui vivaient une vie réelle. Ce que j'ai fait n'était qu'une question de conséquences. Et parfois, les conséquences sont exactement ce dont les gens ont besoin pour devenir ce qu'ils auraient dû